Bienvenue à cette deuxième vidéo, donc la deuxième partie de mon analyse du livre de Soi de Daniel Walther. Donc dans cette vidéo, je vais analyser le deuxième chapitre. Si vous n'avez pas vu la première analyse, bien, je vous invite à la regarder en premier puisque c'est des analyses qui se suivent, puis il n'y a aucun intérêt à regarder le deuxième chapitre quand on n'a pas vu le premier. Alors voilà, je crois avoir tout dit, alors on peut tout de suite commencer. Alors, chapitre 2, les docteurs du temple. C'est un chapitre qui est un petit peu plus court que le premier, puis comme vous allez le voir, il y a beaucoup moins de scènes que dans le dernier chapitre, alors ça va passer assez vite. Donc, Magnus, le docteur Primus, surveillait les étudiants d'un regard sévère. Il ne quittait son attitude morose que pour tirer une bouffée de fumée de sa pipe à eau. Soit, comme tous les condisciples, savait qu'il faisait cela non pas pour son plaisir, mais pour lutter contre d'horribles crises d'asthme qui le pliaient en deux, comme un roseau près d'un étang, ou comme une herbe sèche dans la steppe. Donc ici, la comparaison est un petit peu dangereuse, je dirais, parce que en science-fiction, pour qu'une comparaison fonctionne, puis c'est aussi le cas de la fantasy, il faut que les personnages dont il est question dans la scène, mais aussi et surtout le personnage qu'on suit, donc duquel on a le point de vue, il faut que ces personnages-là aient le référent dont il est question dans la comparaison, donc qu'ils sachent ce que ça signifie. Puis ça rend les comparaisons assez difficiles en science-fiction parce que il faut que on soit capable de, si on veut relier les lecteurs et les personnages à une même comparaison qui va leur permettre de comprendre davantage de quoi on parle. Et donc dans ce cas-ci, le fait qu'on compare le docteur à un roseau près d'un étang ou une herbe sèche dans une steppe, ça implique que le roseau et la steppe, c'est des concepts que les personnages comprennent et qu'ils connaissent. Sauf que là, on est dans un monde post-apocalyptique, alors c'est assez surprenant qu'ils sachent de quoi on parle. Peut-être que c'est possible, mais je trouve que ça nous sort un peu de l'histoire. Donc c'est peut-être un problème, puis c'est quelque chose auquel il faut faire attention lorsqu'on écrit des textes dans les littératures de l'imaginaire. Donc on poursuit. Petit Soi, tu as l'étoffe d'un grand savant, voire d'un docteur du temple. Mais il ajoutait aussitôt, en fronçant les sourcils, pourtant, ne va pas t'imaginer que tu es déjà un docteur. Donc ici, déjà, qui est en majuscule, et c'est la première occurrence de un mot en majuscule complètement, qui est dans une phrase de dialogue. Puis c'est pour rajouter de l'emphase. Dans un dialogue, par contre, il faut faire attention, ça peut sortir certains lecteurs de l'expérience. C'est pas un procédé qui est habituel. Puis, dans le cas de Daniel Walther, c'est un petit peu sa marque de fabrique de jouer avec les ponctuations de cette façon-là, puis avec les majuscules. Mais ça peut être problématique, puis comme on le voit juste ici, il va continuer à y avoir des mots en majuscules complètement. Autre chose que j'aimerais remarquer, Petit Soi, tu as l'étoffe d'un grand savant, voire d'un docteur du temple. C'est pas la première fois que ça arrive, mais disons que ici, Daniel Walther, il nous montre plus que, c'est-à-dire il nous explique plus qu'il nous montre que Soi est un garçon intelligent. Donc on va le voir plus tard dans l'histoire que c'est un garçon intelligent, on va le voir, on va nous le montrer, mais pour l'instant on fait juste nous le dire et nous le répéter, sans nous prouver quoi que ce soit, et c'est un problème. Je suppose que vous connaissez en fait je l'ai déjà mentionné, show don't tell. Il faut pas expliquer, il faut montrer. Et ici, je crois que c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est légèrement problématique, je dirais. Alors, on poursuit. Pour Soi, ces dures paroles semblaient contredire celles du credo. Je crois en la sainte tâche des maîtres qui sont venus avant moi. Donc, je tiens juste à m'arrêter ici. Credo. Le mot credo, il est en majuscule. C'est pour signifier l'importance que ça a dans le texte, on l'a déjà dit, puis on l'a vu bien avant. Mais ici, on peut l'interpréter comme étant un mot religieux, et ça fait légèrement penser aux religions abrahamiques, dans lesquelles le mot Dieu est avec un D majuscule, donc pour montrer sa divinité. De la même façon, le credo, je crois qu'il est pas mal toujours mentionné avec que des majuscules, puis comme on va le voir plus tard, les mots avec une majuscule au départ pour être utilisés de la même façon que c'est utilisé dans le christianisme par exemple, il va en avoir quelques-uns.
Je crois en la sainte logique du grand serpent, qui est le jour et la nuit, qui est le début et la fin, qui est l'alpha et l'oméga. Et donc c'est pour ça que je faisais des allusions à la religion avec le mot credo. C'est que juste après, si on veut, de noms qui sont attribués au grand serpent et qui font beaucoup penser encore aux religions abrahamiques. Donc l'alpha et l'oméga notamment, c'est un nom assez fréquent dans la Bible pour mentionner Dieu. Et donc c'est réutilisé ici pour mentionner le grand serpent. Donc ça peut mener à nous faire supposer que eh bien, la religion du grand serpent, ce serait en quelque sorte un dérivé de ce qui, par exemple, du christianisme ou peut-être même de la religion musulmane. Peut-être. Ça peut être une interprétation qui est intéressante. Je crois en la grandeur de ma tâche, puisque j'ai été choisi parmi mes frères pour assumer une partie du grand ouvrage. Je crois que nous sommes élus, je crois que je suis élu. Je crois que ceux du dehors sont des créatures bestiales et nuisibles. Je crois que tout ce qui vient du dedans est bon et que tout ce qui vient du dehors est maudit. Donc encore une fois, c'est une réaffirmation du message pour contrôler la population à travers une interdiction qui passe par la religion. Puis évidemment, c'est pour limiter le contact avec les gens de l'extérieur. Donc je crois que c'est assez évident ici. On poursuit un peu plus loin. Loué soit le grand serpent, car il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Quand nous comprenons mieux ses desseins, nous serons à nouveau les maîtres du monde. Et le mot « c'est » ici, avec un S majuscule pour désigner les desseins du grand serpent, ça fait référence tout de suite, ou en tout cas, selon moi, ça fait écho à le credo, ici, qui est en majuscule. Donc, c'est avec une majuscule au début, comme dans la tradition chrétienne, pour se référer à Dieu, sauf que là, on se réfère au grand serpent, donc ça reste cohérent. On va un peu plus loin. Une voix qu'il connaissait bien à présent gronda comme un rugissement d'ours au fond de sa tête. Donc le rugissement d'ours, évidemment, ça fait référence au visage de l'ours, qui est un personnage qu'on a déjà introduit dans le chapitre précédent. Je trouve que c'est une façon originale d'évoquer le visage de l'ours. Puis c'est aussi quelque chose qu'on va voir plus tard dans le chapitre, assez vite d'ailleurs. Les comparaisons avec les animaux sont pas anodines. Donc quand on parle d'un rugissement d'ours pour se référer au visage de l'ours, c'est parce qu'on va opposer ça à le serpent, donc le sifflement du serpent par exemple. Et donc ça, en l'occurrence, ce sont de bonnes comparaisons, tout simplement parce que ce sont des référents que les personnages comprennent. Et d'ailleurs, il y a même une connotation qui est rajoutée à ces mots-là, que nous, on n'a pas forcément, mais que eux ont rajouté au sens de ces noms d'animaux-là. Et donc, ça crée des comparaisons qui sont très thématiques, qui sont en lien avec l'univers dont il est question. Donc ça, ce sont de bonnes comparaisons. Son esprit fonctionna comme une machine parfaitement huilée. Et comme une machine parfaitement huilée, les connexions de son encéphale enregistrèrent les données du problème, transformèrent rapidement en solution. J'ai encore un problème avec la façon dont c'est écrit. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques négatives dès le début de ce deuxième chapitre, mais c'est ainsi. Les connexions de son encéphale, ça fait extrêmement prétentieux comme façon de parler de soi qui réfléchit. Il y aurait eu des façons plus simples et moins étranges de parler de l'intelligence de soi, mais bon. Soi se dit que le docteur ressemblait à un vieux loup cruel et jaloux. Donc, je parlais des comparaisons d'animaux, je parlais du serpent puis de l'ours, mais ici on parle de loup. Et donc, un vieux loup cruel et jaloux, c'est ce que pense Soi du docteur. Puis, j'ai pas grand chose à dire de plus que ça. Simplement que le vieux loup, ça sert à attribuer des qualités, des défauts de plus au docteur. Donc, d'une façon assez simple, on sait tout de suite qu'un loup, c'est-à-dire on a tout de suite une impression de ce qu'est un loup. Et on comprend si on veut, quelle qualité lui attribuer. Envieux de la jeunesse de ses étudiants, qu'il considérait non pas comme des héritiers de son savoir, mais comme des rivaux, des adversaires potentiels, pressés de lui ôter ses privilèges. Donc ça, c'est Soi qui se dit que le docteur pense ainsi. Puis ensuite, on bascule
dans l'autre paragraphe où on dit « Magnus, cependant, en référant au docteur, ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine sympathie pour soi. » Et donc, on continue avec ses pensées. Ce qui est intéressant ici, c'est que on passe de la réflexion de soi, donc soit qui se dit que le docteur ressemble à un vieux loup, puis il explore un petit peu sa psyché, et Magnus, ensuite, on voit réellement ce qu'il pense de soi et de ses élèves. Et donc, on bascule très simplement d'un point de vue à l'autre, donc de soi qui se dit que le docteur ressemblait à un vieux loup cruel et jaloux, et Magnus, cependant, qui ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine sympathie pour soi. C'est pas nécessaire d'en faire plus pour que ça fonctionne, pour basculer le point de vue. Et ça marche très bien ici. C'est particulièrement quelque chose qu'on remarque dans Dune, par exemple, où les points de vue sont souvent alternés d'une façon aussi minimaliste qu'ici. Et ça a toujours un effet assez intéressant. C'est un effet qu'on n'a pas tendance à remarquer, mais qui est quand même important pour ne pas nous sortir de l'histoire. Il demanda assez naïvement quelques renseignements sur l'ancienne science, celle qui était maintenant interdite. Donc à nouveau, on rajoute une part de mystère, une science interdite, on n'en parle pas avant, on en parle peut-être un peu après dans d'autres chapitres, je suis pas certain, mais dans tous les cas, c'est pas un élément qui est très important à l'histoire en tant que telle, mais ça rajoute au mystère, puis souvent c'est assez pour rajouter un certain effet à l'histoire. S'enhardissant malgré les avertissements du docteur Primus, sans doute parce qu'il avait trempé ses lèvres dans le vin ensanglanté par les rayons du soleil couchant, il osa s'enquérir du sort de ses enfants désobéissants. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que le vin a un adjectif avec lui, ensanglanté, qui est un adjectif qui est de circonstance. Donc ensanglanté, c'est pour se référer à l'ambiance en elle-même de la scène, l'ambiance qui devient un petit peu plus lourde, et donc c'est pourquoi le mot ensanglanté est utilisé. Le vin aurait pu être simplement rouge, mais là il est ensanglanté. On va plus loin. Une étincelle dans le regard du docteur, une étincelle brève, un minuscule poignard de feu qui avait fouillé Soi jusqu'au fond de son âme, elle signifiait « Attention à toi mon garçon, ne te crois pas trop intelligent. Nous sommes nous, les docteurs du temple, de vieux renards lourds d'expérience, et de jeunes loups, pour aigus que soient leurs petites dents, ne nous font pas peur. » Donc ici, on a la comparaison aux élèves avec de jeunes loups. Donc tout à l'heure, c'est Soi qui pensait que le docteur ressemblait à un vieux loup, mais là, c'est le docteur qui pense que Soi et les autres élèves ressemblent à de jeunes loups. Et il se compare lui-même à un vieux renard lourd d'expérience, donc pour signifier qu'il est rusé et qu'il voit à travers les plans de Soi. C'est des comparaisons qui gardent quand même une certaine logique par rapport à ce qu'on a déjà vu, puis ça va se maintenir dans le reste du texte. Et ils allèrent dormir, donc en parlant de Magnus et Soi, mais dans les rêves de Soi, des cavaliers étranges se remirent à galoper, faisant chanter le givre hivernal sous les sabots de leurs grands chevaux écumants. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un rêve à nouveau, puis c'est un rêve qui est particulièrement visuel. Donc, on parle vraiment juste de cavaliers étranges, du galop qui fait chanter le givre hivernal, puis des sabots, les grands chevaux écumants. Il y a aussi l'ouïe. Donc, l'ouïe et la vue, c'est pas mal les deux sens qui sont utilisés lorsqu'il est question de rêve dans ce roman-ci. Puis ça rajoute pas beaucoup de choses, ce rêve-là. Ça fait juste, encore une fois, préfigurer quelque chose qu'on avait déjà vu en rêve. Mais ça reste intéressant, c'est un rappel que disons, l'avènement de ce rêve-là, sa concrétisation est imminente. Alors voilà. Puis, à nouveau, une transition intéressante. On retourne au moment présent, en fait, au moment où la scène se passe. On fait vraiment juste une ellipse très simple où on dit « Maintenant, le docteur Primus était planté devant sa classe, les poings aux hanches, les yeux flamboyants. » Donc c'est une façon de nous ramener à une nouvelle scène qui est très simple, très minimaliste, et on n'a pas besoin d'en avoir plus que ça. Donc on va pas mal plus loin ensuite. Ici, « C'est injuste, Soi, tu as raison. Tant de choses qui vont et viennent sous le soleil sont injustes. Mais il faudrait que tu les acceptes, provisoirement.
jusqu'au moment où tu seras assez fort pour les évincer. Pour expliquer un peu la scène, parce que ça va être important plus tard, Dao, qui est un élève, il est injustement accusé d'avoir fait quelque chose, c'est pas important, d'avoir remis un travail qui était mauvais. C'est un petit peu aléatoire comme problème, là, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est la conséquence. Donc, il est puni très sévèrement et d'une façon qui est injuste. Donc, Visage de l'ours s'interpose dans la pensée de soi qui veut agir contre cette injustice-là et il lui explique que les choses sont injustes. Puis, il lui dit, un jour, tu seras assez fort pour les évincer, donc en parlant des docteurs. Puis, c'est une préfiguration du destin de soi, encore une fois. Donc, on va toujours un peu vers le futur pour montrer que soit il y a de l'importance, soit a vraiment un destin qui est particulier. Mais on n'a pas besoin de nous en dire plus que un jour tu vas être assez fort pour les évincer. C'est suffisant. On voit un peu plus loin. Magnus sifflait, il ressemblait à un serpent. Donc encore une comparaison à un serpent. Je ne suis pas un serpent, dit la voix, je suis un ours. Mais Magnus, lui, sifflait comme un serpent. Ses yeux étaient froids et sa langue bifide. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que je ne suis pas un serpent, dit la voix, je suis un ours. C'est un retour en arrière d'une scène qui était dans le premier chapitre, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est ce que disait directement Visage de l'ours. Mais là, il est question de Magnus qui siffle, qui ressemble à un serpent. Donc, cette comparaison-là est intéressante. Parce que maintenant, le serpent il est mauvais aux yeux de soi, ce qui n'était pas le cas au départ, puisque au départ, le serpent était synonyme de sécurité, puis de protection. Mais là, maintenant, il est plus synonyme de mensonge. Donc, on voit que ses opinions, les opinions de soi, ont basculé donc, du côté du serpent à celui de l'ours. Et je crois que c'est des comparaisons comme ça qui sont simples, mais qui en disent long sur la façon dont réfléchit le personnage principal. On va pas mal plus loin. Le grand serpent connaissait son secret. Ses yeux de jade reluisaient férocement dans la nuit puante. Le grand serpent, le dévoreur de mondes, fixait sur soi son regard impitoyable, et ce regard flambant qui mordait les chairs jusqu'à l'os, qui faisait craquer les os avec une facilité dérisoire, qui en extrayait la moelle, cette étincelle formidable, divine et démoniaque à la fois, était un soleil implacable, insoutenable, une braise qui pénétrait sous les paupières de la pensée. Donc, outre le fait que c'est très bien écrit comme segment, ce qui est intéressant, c'est que le grand serpent est là physiquement, donc il est carrément incarné dans la scène, et donc ça mélange la réalité puis une hallucination d'une façon qui est réaliste. Donc, on nous décrit la situation comme si ça se passait réellement, comme s'il y avait réellement le grand serpent dans la scène qui a les yeux de jade qui reluisent dans la nuit, mais c'est seulement une hallucination de soi, ou du moins c'est ce qu'on peut supposer, mais on ne le dit jamais réellement, et donc ça mélange la mythologie du livre et ce qui se passe réellement. On a un seul concept, et c'est assez intéressant parce que ça nous fait douter toujours de ce qui nous est dit, puis jusqu'à un certain point, c'est pas important ce qui est vrai ou ce qui n'est pas réellement là. Ce qui est important, c'est ce que ressent soi dans la scène, puis dans l'histoire de façon générale. Donc, inutile de vous dire que le grand serpent dans la situation, ça représente les docteurs, puis ça représente aussi la peur qu'a soi face au docteur et sa honte, puis aussi peut-être sa peur d'être découvert. Dans les profondeurs méphistiques du cachot, le serpent lentement enroulait et déroulait ses anneaux d'ombre et de feu, de glace brûlante, de flammes glacées. Donc ici, c'est un passage très intéressant, donc avec un parallélisme entre glace brûlante et flammes glacées. Puis si on le prend une phrase à la fois, j'ai oublié le nom de ce procédé littéraire-là, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est que la façon dont c'est construit, donc de glace brûlante, de flammes glacées, ça crée, si on veut, un déséquilibre dans la situation. Donc ce déséquilibre-là peut faire référence à bien l'injustice de Dao, donc le personnage qui est injustement accusé, et le basculement de soi
qui est devenu traître aux yeux de la citadelle, donc qui passe du serpent à l'ours, comme on l'a dit déjà. Ça crée, si on veut, ce débalancement-là, cet entre-deux inconfortable qui est très intéressant, puis qui est bien écrit ici avec ces 6 mots-là. Donc, ça peut être très simple des fois de faire parvenir un sentiment au lecteur. Alors, malgré la boue et la puanteur, il finit par céder au sommeil et s'endormit pesamment. Quand il se réveilla, des yeux de jade reluisaient férocement dans les ténèbres du cachot. Ses yeux étaient ceux du grand serpent, et ils dardaient sur le coupable les aiguillons de leur regard perçant. Donc ici, on réitère encore les yeux de jade qui représentent le grand serpent, qui a l'air d'être là physiquement dans la scène. Puis là, on voit vraiment la honte et la peur de soi qui est littéralement représentée devant lui, qui jette son regard accablant. Donc on va plus loin. « De quoi te plains-tu? Tu n'es pas mort et tes muscles sont en parfait état. Quant à ton intelligence, soit, même les docteurs du temple en reconnaissent les vertus. Non, je ne ris pas de toi. Un ours ne ricane pas de voir un ami dans le besoin. Aie confiance en moi, jeune sois. » Et donc ça, c'est un moment qui illustre très bien un concept de l'histoire qui est clairement délibéré. Et c'est que, soit en réalité, il ne va jamais penser par lui-même. Il y a toujours un guide. Donc au départ, c'était les docteurs, puis le grand serpent. Et ensuite, ça devient Visage de l'ours, qui est en quelque sorte son nouveau mentor. Ben, ça montre qu'il ne pense jamais réellement par lui-même. Donc il se repose toujours sur le jugement de quelqu'un d'autre. Aie confiance en moi, jeune sois. Et ça montre qu'en réalité, c'est jamais un personnage qui est mu par sa propre pensée. Et donc ça fait écho, par exemple, à ce qui était écrit dans la préface, donc avec le texte de Ayn Rand, puis Daniel Walther qui voulait dire qu'il faisait un contre-pied de ce texte-là, on s'en rappelle, donc c'est directement lié. La bibliothèque lui serait à nouveau ouverte, la merveilleuse bibliothèque, summa summarum des connaissances humaines. Summa summarum ici qui veut dire résumé, donc qui résume les connaissances humaines. C'est une locution latine qui a l'air mal placée au départ, mais en réalité c'est pour, si on veut, mimiquer les façons de parler des docteurs, donc qui sont très éduqués, qui utilisent sans doute des mots latins. Donc c'est pour ça que la narration utilise cette locution latine-là. On va plus loin, beaucoup plus loin, donc on coupe certains passages. C'est une pensée criminelle. Les docteurs du temple ne peuvent pas être tes ennemis. Ils savent mieux que toi ce qui est bon pour toi, ce qu'il convient de penser, de dire et de faire en toutes circonstances, car les docteurs du temple sont les dépositaires de la sagesse et de la puissance du grand serpent. Donc ça montre que soit il hésite encore, donc il remplit de contradictions à l'égard du grand serpent. Donc tout à l'heure, on voyait clairement que pour lui, le grand serpent, ça représentait le mensonge. Mais maintenant, on voit que il pense tout autrement. Donc les docteurs du temple ne peuvent pas être tes ennemis. Donc ça représente, si on veut, que soit il est hésitant d'une façon qui est plus intéressante que simplement de nous le montrer en une scène ou simplement en un paragraphe. Donc là, on voit vraiment que dans deux situations différentes, il va avoir deux opinions totalement opposées. Alors voilà, Soit n'osait pas se retourner pour tenter de découvrir à qui appartenait cette main. Peut-être n'existe-t-elle que dans son imagination, ou bien est-ce la pensée de visage de l'ours qui se matérialise ainsi. Dans une situation qui est pas si intéressante que ça, soit il y a une main qui se dépose sur lui alors qu'il a besoin de soutien, et on dit que la main n'est peut-être même pas réelle, peut-être qu'elle n'est pas là, puis c'est simplement le résultat de la pensée de soi, donc ce serait encore une hallucination. Mais on ne dit jamais si c'en est une ou pas, donc on laisse la question sans réponse, puis c'est pour, encore une fois, cultiver du mystère. Donc c'est pas la réalité qui compte, mais bien les impressions de soi dans la scène. Patience, dit la voix dans la tête de soi. Patience, mon garçon. Il ne fait pas nuit tous les jours. C'est une phrase très mystérieuse. Il ne fait pas nuit tous les jours, qui ne veut pas dire grand-chose lorsqu'on regarde de plus près. Mais bon, ça donne le sentiment de la scène. Donc
ça traduit certaines émotions. Quand la lanière de cuir carré retomba sauvagement, creusant une nouvelle rigole cramoisie dans les chairs, Soi eut l'impression très nette qu'elle avait entamé autre chose que les chairs de Dao, qu'elle avait taillé à vif dans l'ultime réserve d'énergie du captif. Maintenant, sa vie fuyait comme un ruisseau invisible. Ce qui est une très belle façon de parler de la mort. Donc, je trouve que c'est, disons que le sujet de la mort a été fait et refait dans les textes. Puis, il y a très peu de façons d'aborder ça de façon originale, mais je crois qu'ici, Daniel Walther réussit vraiment à faire une description qui est originale et qui est intéressante avec cet invisible ruisseau-là qui fuit. Alors voilà, c'est ce qui conclut la scène ici. Donc, une scène qui était un petit peu plus longue. Ici, j'ai écrit 600 mots, mais c'est pas exactement ça. Je vais regarder et je vous reviens. Donc, je viens de faire le compte, puis il est plutôt question de 3500 mots, donc ce qui est beaucoup plus que 600. Mais, et c'est d'ailleurs assez inhabituel pour Daniel Walther, si on compare par exemple au premier chapitre, où en moyenne c'était des scènes de 500 mots. Donc, ce qui laisse à croire qu'il a un petit peu abandonné ses ellipses, donc la façon qu'il faisait donc en section de 500 mots. Mais ça va revenir plus tard, donc ça montre que il n'y a pas toujours, disons, ça n'a pas toujours été réfléchi davantage que ça. Peut-être que je mets trop d'intention sur le texte en lui-même. Je vais aussi revenir sur ce qui est écrit ici. Donc, pour expliquer la scène, Dao est frappé à mort donc à coups de fouet. Et donc, il est censé recevoir 10 coups de fouet, mais il meurt au 8e. Et lorsque, c'est-à-dire il meurt au 7e plutôt. Puis, lorsque la personne qui le fouette s'apprête à lui donner le 8e, il crie « Ubit » contre la voix désincarnée. Et donc, on représente la personne qui frappe Dao comme étant désincarnée, ce qui est une belle façon de signaler son inhumanité, d'une certaine façon. Donc, elle est désincarnée, elle est hors de ce monde, elle est inhumaine. Il suffit d'un mot, donc la voix désincarnée, pour nous montrer son inhumanité d'une façon qui est originale, encore une fois. Donc, c'est un passage qui est très bien écrit, selon moi. Donc, on voit la prochaine scène. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, apprenti. Votre camarade Dao, coupable de paresse et de laisser aller, a été soumis à la peine du fouet. Une punition méritée, nous le savons tous. L'esprit du serpent, dans son ineffable supériorité, a jugé que la place de Dao, votre camarade, n'était plus parmi vous, mais ailleurs. Donc, la religion, une fois de plus, c'est utilisé pour faire des excuses. Donc, les docteurs, ils proclament accomplir la volonté du grand serpent, même lorsqu'ils font des erreurs, même lorsque ils frappent quelqu'un à mort, puis c'était pas volontaire. Donc, au départ, c'était seulement une punition, mais ça s'est transformé en un homicide. Ça montre vraiment comment la religion est utilisée dans la citadelle, puis ça renforce le fait que Soi n'est pas à sa place dans la citadelle, qui doit quitter cet endroit-là. Tu as tort, Soi. Ces terribles journées n'ont pas été inutiles. Dao serait mort de toute façon, personne n'y peut rien. En tout cas pas toi. Tu peux venger ton camarade, maintenant. Tu le peux vraiment. Parfois ta détermination a pu faiblir, parfois tu as pu croire que ton avenir était au sein des docteurs du temple, parmi les livres, dans le calme des bibliothèques. Maintenant, tes hésitations n'ont plus cours. Donc ici, c'est vraiment soit qui accepte enfin l'aventure, soit qui n'hésite plus et qui est prêt à faire ce que Visage de l'ours lui demande de faire. Donc une scène très courte comparée aux 3500 mots de tout à l'heure. Ici, on est à peine à 300, mais c'est une scène assez importante. Puis comme on le voit, on passe un cap dans le voyage du héros. Donc, prochaine scène, il en reste plus beaucoup. Je pense que c'est la dernière. Peut-être devrait-on considérer cette attitude comme celle de la sagesse supérieure, en même temps qu'elle était révélatrice d'un symbolisme de pérennité. Mais soit, pensez à présent que cette bête héraldique n'était plus qu'une représentation de l'éternelle stupidité, de l'ignorance institutionnalisée et de l'obscurantisme religieux, en parlant du serpent, du grand serpent.
Et donc, c'est très intéressant parce qu'on voit que soit prendre conscience du contrôle qu'ont les docteurs de la loi sur leurs élèves et prendre conscience aussi de la façon dont la religion est utilisée, donc pour promouvoir l'éternelle stupidité, l'ignorance institutionnalisée et l'obscurantisme religieux. Donc, c'est Soi qui met les mots là-dessus, même si on l'avait déjà vu maintes et maintes fois déjà. À côté des Biblia Veritatis, qui renfermaient la connaissance officielle, telle qu'elle avait été réglementée et consignée par saint Trophime de Parouto et par sainte Anne de Rande, était posée une couple de vieux opuscules grignotés par le temps. Donc ici, saint Trophime, j'ai fait mes recherches, c'est un patron mineur dans la religion catholique, mais saint Trophime de Parouto, j'ai trouvé aucune information, ce qui laisse à croire que c'est inventé pour le contexte de ce texte-ci. Et je tiens à vous rappeler que c'est un livre qui se passe dans le futur de quelques centaines d'années, donc c'est logique qu'il y ait certaines références que nous, on ne comprenne pas. Puis ensuite, on dit « et par sainte Anne de Rande », qui évidemment fait référence à Ayn Rand, qui débutait l'ouvrage. Voilà. Est-ce que c'est une référence qui est pertinente? Pas vraiment. Donc, on ne va pas plus loin dans l'idée. C'est, si on veut, un caméo dans l'histoire. Et c'est un peu inutile. Je crois que ça n'a pas sa place tant que ça. Cette dorure était un peu passée, mais elle recelait encore suffisamment de brillance pour s'imposer à l'esprit d'un lecteur attentif. Précis d'astronomie. Quant à l'autre volume prohibé, bien que dissimulé sous son complice, Soi en connaissait également le titre. Il s'agissait des lettres de la religieuse portugaise. Et donc, les lettres de la religieuse portugaise ici, c'est une référence qui est pertinente, qui est intéressante, parce que ces lettres-ci, ce sont des textes qui témoignent de l'amour d'une religieuse, de la souffrance qu'elle ressent, de ne pas pouvoir être avec son amant. Et donc, ça fait écho à l'histoire de Lucie et Soi, et c'est directement lié avec ce qui s'ensuit dans le texte. Donc, les lettres de la religieuse portugaise, ça a un petit peu plus de lien avec l'histoire. Donc, on ne le nomme pas pour rien, contrairement à Ayn de Rand tout à l'heure, et même saint Trophime de Parouto, qui n'avait pas tant d'importance que ça. Donc, il faut éviter de nommer les noms comme ça, de façon inutile. Mais les lettres de la religieuse portugaise, c'est pertinent. On va le voir tout de suite. Petit Soi, tu es presque un homme maintenant, dit Magnus en posant son verre, et en étreignant soudain la main de son jeune compagnon. Demain après la classe, toi et moi, nous irons à la maison des femmes. Inutile de vous dire ce qu'est la maison des femmes, je crois que c'est assez clair. Encore un verre de vin? N'écris rien. Vinum bonum laetificat cor hominium, qui est un mot latin, une locution latine qui veut simplement dire « le bon vin réjouit le cœur de l'homme ». Et donc là, tout de suite, la pensée que Soi en entendant qu'il va aller à la maison des femmes, c'est Lucie. Et donc, ça fait référence au fait qu'il s'ennuie de Lucie. Donc, ça fait référence au fait qu'il va la tromper d'une certaine façon. Et donc, c'est pourquoi les lettres de la religieuse portugaise étaient importantes dans l'histoire. Ce qui conclut la dernière scène, donc 474 mots. On revient à des passages un petit peu plus bien structurés. Donc 474 mots qui se rapprochent très bien du 500. Et donc voilà, c'est ce qui conclut le deuxième chapitre avec seulement 3 scènes. C'était un peu plus court qu'au premier chapitre. Donc j'espère que les autres chapitres puis les autres vidéos vont être aussi courtes, vont être aussi rapides. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus. Puis on se retrouve pour le chapitre 3 dans 1 ou 2 semaines. Alors voilà, merci beaucoup.